Le CF Montréal se fait démolir à Vancouver. Est-ce que c'est la pire performance de l'histoire du club? Les fans du PSG ont hué mon Lionel Messi. Et quand l'entraîneur se croit tout permis. Ici Hassoun Camara. Ici Olivier Tremblay. Ici Christine Roger. Et vous écoutez Tellement Soccer. C'est facile de poser une question comme ça après une défaite comme ce soir. C'est pas le cas. On déjà connaît la situation. C'est un bon groupe. C'est un groupe avec qualité. C'est un groupe jeune avec aussi beaucoup de joueurs qui ont été ici l'année passée. Quelques joueurs importants sont pas ici. Et c'est aussi à des autres de prendre sa place, de prendre sa opportunité. Et on verra après avec le reste de l'équipe, la direction, qu'est-ce qu'on a besoin, mais on ne va pas faire des conclusions ou donner des conclusions après en 0-5 avec 10 joueurs parce que ça, c'est pas correct. Bonjour les gars. Bonjour. Allô. Alors, on vient d'entendre l'entraîneur du CF Montréal à la suite de cette brillante performance des Whitecaps de Vancouver. Victoire de 5-0 de Vancouver. Même pas, c'est ça l'affaire, c'est que c'était même pas une brillante performance. Et la question qu'on avait posée à Hernan Losada, c'est... arrête de me faire des yeux, là, tu te défendras quand j'aurai fini ma phrase, Oli. Non, mais la question qu'on lui a posée, c'est est-ce que tu aimerais ça, Hernan Losada, avoir de l'aide un peu, des nouveaux effectifs? Est-ce que c'est ça le problème? Est-ce que tu as besoin de renfort? Et là, il se défend. Non. Des joueurs, on a des joueurs talentueux, ça n'a pas rapport. Premièrement, qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi le problème? Est-ce que c'est un manque de talent? Est-ce que c'est la faute du coach? Puis on le congédie puis on ramène Wilfried Nancy? Non, mais Oli, tu me faisais des yeux. Qu'est-ce que tu as pensé de ça, de cette performance? Puis c'est quoi le problème? Ben là, tu parlais que c'était pas une brillante performance de Vancouver. Je pense que Vancouver a très bien joué, mais je pense que la brillante performance de ce samedi-là a quand même été réalisée par une équipe québécoise, c'est-à-dire celle de Sami Zayn et Kevin Owens, qui ont gagné le championnat par équipe. Bravo. Dans le seul sport de combat pas arrangé, la lutte Fait que professionnelle. là, toi, tu as parlé avec Jacques-Alexis avant pour dire « Hey, on va mettre de la lutte pour comme... » Ben, il m'en devait une après la finale de la Carabao Cup. Christine. Fait que, tu sais... Et c'est là que je quitte le plateau. Exact. Au revoir. Il a sa Au revoir. revanche. Non, mais il y aura ça finira par arriver tellement soccer à la lutte. Hassoun a déjà dit qu'il m'accompagnerait pour la lutte, fait que ça Et viendra. elle a dit qu'elle viendrait avec nous aussi. Oui, Ça viendra et on vient de se... Voilà. Non, mais je viendrai avec plaisir, mais en attendant, je t'invite à proposer un nouveau balado au boss tellement lutte. Tellement en lutte. Mais si on va s'en tenir au foot... Mais bref, peut-être que c'est ça que ça leur aurait pris, tu sais, des gars avec un peu de hargne, un peu de, tu sais, des vétérans avec un peu de volonté. Moi, c'est là que j'ai eu de la misère en fin de semaine avec le CF Montréal, c'est que tu avais un Chandrea qui se débattait comme un diable dans l'eau bénite, puis qui essayait de créer quelque chose dans ce match-là. Mais Rudy Camacho qui va à la faute, sans dire, je veux pas dire inutilement, il était un peu à la merci de sa propre performance, entre guillemets. C'était pas un match qui était fait pour lui. Clairement, on avait décidé qu'on allait attaquer cette faiblesse-là du CF Montréal du côté de Vancouver, parce que même avant son expulsion, je trouvais que Montréal prenait vraiment l'eau. Mais les gars qui sont là depuis quelques saisons maintenant, moi, je trouve que c'est eux qui sont pas au niveau en ce moment. C'est pas une question de l'effectif est pas suffisamment renouvelé. C'est les gars qui étaient déjà là qui sont Comme pas à la hauteur. Camacho, qui d'autre? Un Waterman. Camacho. Waterman n'a vraiment pas eu un gros match. Wanyama, je ne sais pas si c'est une question... Je pense que les changements qu'Hernan Losada essaie d'amener, je ne sais pas si c'est nécessairement quelque chose qui sied à son style à lui non plus. Fait est-ce qu'il est victime des circonstances? Peut-être, mais à part le match contre Philadelphie, je l'ai trouvé bien en deçà de son niveau depuis le début de la saison. Il y en a quelques-uns comme ça, c'est saupoudré un peu partout, puis honnêtement, il va falloir qu'il y ait une étincelle qui vienne de quelque part. Est-ce que c'est derrière, justement, on se dit que Camacho, c'est la valeur sûre, puis Waterman, c'est la valeur sûre, puis Kamal Miller, c'est la valeur sûre. Est-ce que c'est les mettre sur le banc qui va créer cette étincelle-là? J'en ai aucune idée à ce stade-ci. Oui. Non, c'est un constat difficile après une défaite de 5-0. Et j'ai essayé de me rappeler quand est-ce qu'était le dernier revers aussi gros du CF Montréal et l'Impact. J'en avais pas souvenir. Il y a peut-être eu un 7-1. Il y a eu un 7-1 à Kansas City. Mais c'est comme je me suis dit, moi, mon Dieu, j'ai l'impression que
ça je l'ai dit d'entrée de jeu, c'est quasiment une des pires performances Ouais. que j'ai vues depuis, en tout cas, Longtemps. depuis des années. Là. Oui, depuis longtemps. Et c'est vrai que quand tu prends un 5-0, forcément, ça extrapole un peu le contenu. Mais j'ai l'impression qu'on avait peut-être aussi besoin de ça pour dire que concrètement, ça ne va pas depuis le début de saison. Là. Donc, C'est quoi le gros problème, selon toi? il y en a dans tous les compartiments. Je pense au niveau de la confiance collective, déjà, ça se ressent. On arrive sur le terrain sans grande détermination. Les cadres ne sont pas au niveau. C'est vrai que c'est d'autant plus dur que c'est eux-mêmes qui avaient déclaré qu'il fallait plus de soutien, qu'il fallait plus de renforts, etc. Mais je veux dire, eux-mêmes ne sont pas présents aujourd'hui. Donc forcément, ça rend compliqué ce discours-là. Offensivement, on est inoffensif aussi. On a l'impression que pour concrétiser une occasion, il en faut énormément. Et même là, c'était difficile. On a l'impression que c'est Kyoto ou rien. Là. C'est ça. Là, Kyoto ne jouait pas, n'a pas débuté le match, et là, automatiquement, on n'a plus rien à C'est ça, l'offensive. et plus que ça, on a l'impression que l'adversaire est proactif quand toi tu subis pendant 90 minutes et que c'est rare qu'il n'y ait pas de sursaut d'orgueil en fait. Moi c'est plus ça, de sursaut d'orgueil et de se dire écoute, on va essayer de faire notre match malgré tout par parcimonie, mais non, pendant Ça attendait que ça se termine, C'est ça. puis ça revient, ça vient un peu faire un lien avec les propos d'Hernan Losada quand il dit OK, à la pause, on sait que c'est déjà terminé. C'est ça. Je sais pas si j'aime ce Non, mais discours-là. c'est ça, c'est que c'est le plus gênant en fait. C'est que tu y vas, il n'y a pas match, et puis t'en prends 2, t'en prends 3, t'en as pris 5 comme t'aurais pu en prendre 8. Mais qu'est-ce que c'est dit dans le Que ce vestiaire? serait pareil, et ça, c'est À la grave pour moi. mi-temps, c'est le coach, comme tu dis, il dit on savait que c'était fini à la mi-temps. Qu'est-ce que tu as comme discours? Je sais pas, moi, c'est un gros questionnement. C'est quoi ton approche envers tes joueurs dans le vestiaire, même si c'est 3-0? Il me semble qu'il faut que tu aies une approche de quasiment pas que c'est pas fini tant que c'est pas fini, mais on pousse jusqu'à la fin et tout. Les brasser la cage, pas dire les gars, on va attendre que ça finisse, puis parce qu'on avait l'impression que. En tout cas, il n'y a personne qui a brassé qui que ce soit dans ce vestiaire-là. Non. Puis Hernan Losada, on l'a dit d'entrée de jeu, dans les dernières semaines, on ne le connaissait pas, on laisse la chance aux coureurs. Est-ce que c'est de sa faute? Est-ce qu'il y a une partie du blâme qui lui revient? Bien entendu, bien entendu. Lorsque tu es entraîneur, forcément, tu as une grande part de responsabilité et bien plus que l'aspect technique ou tactique que tes joueurs peuvent avoir, parce qu'au plus haut niveau, tu vas pas apprendre à un joueur à faire une passe, une transversale ou un tacle. C'est pas là que ça se joue. On l'a fait pendant 20 ans dans notre carrière. On sait quoi faire. Par contre, dans la motivation, dans la façon justement d'avoir du caractère sur le terrain, de tout donner pendant 90 minutes, oui, c'est l'entraîneur qui te donne cette envie-là ou qui a une responsabilité quand ça se passe pas. Et forcément, quand j'entends ce discours, moi, ça me met à mal. J'aime pas ce discours concrètement. J'ai l'impression que tu dois être justement le représentant de ton équipe. Et là, j'ai vu une équipe lâcher, couler et ne pas réagir. Donc, j'aurais aimé voir ce qui a été dit à la mi-temps. J'aurais aimé voir le discours aussi, peut-être pas d'aujourd'hui, mais de demain à la reprise de l'entraînement. Et de voir surtout quelle va être la réaction. Parce que moi, j'attends une réaction pour le prochain match et il faut gagner parce qu'on parle bien entendu de contenu, ça va pas, il nous manque ceci, cela, mais la réalité en MLS, c'est qu'il faut des points là, quand tu perds 4 matchs comme ça, de cette façon-là, début difficile pour changer la dynamique. J'allais dire bonne chance, mais ouais, plus que ça va être très très difficile. Vous parlez beaucoup de hargne et de caractère, que c'est ce qui manquait, mais je vais demander au départ, est-ce que vous pensez que là, à la base, c'est un manque de talent? En fait, on en parle depuis qu'on a appris le départ de Mihalovic, puis de Koné, puis de Johnston. Puis on avait peur que ce soit dramatique. À ça, je me souviens, tu avais dit aussi... De Wilfried Nancy aussi. Oui, de Wilfried. Je remets la parenthèse, je suis désolé, mais c'est une réalité aussi. Comment ça va à Columbus, par ailleurs? Ouais, paradoxalement. Columbus, Et moi, j'aime pas. Columbus n'avait jamais inscrit 10 buts en 2 matchs dans son histoire. C'est ça, quand on parle justement de fraîcheur. Avec des jeunes, là. Et Ah ouais, c'est oui. ça. Avec des jeunes. Oui, exactement. Et j'aime pas faire ces mauvaises comparaisons parce que peut-être que si Wilfried était resté, la saison aurait été très difficile aussi. Parce que la réalité, c'est aussi tes joueurs, c'est aussi les joueurs qui font l'entraîneur. Donc il n'y a pas de problème. Mais forcément, quand en début de saison, on nous dit que la philosophie de jeu n'est pas partie dans les valises de Wilfried Nancy à Columbus et qu'on regarde le début de saison tranché entre les deux équipes, ça t'amène quand même à voir et à poser certaines questions et à dire comment est-ce qu'on va réagir, quelle philosophie de jeu on veut mettre en place, est-ce qu'on a les joueurs pour mettre en place cet aspect-là, est-ce qu'il faut corriger le tir, est-ce qu'il faut dire que ça va être une saison de transition et plus difficile.
moi, je suis un peu perplexe face à ce début de saison-là. Parce que si c'est une saison de transition, comme ça arrive dans plein de sports, tu as une équipe de jeunes, puis on les développe, puis on en est conscient, c'est une chose. Mais comme Ali t'a dit, le problème, c'est qu'il y a quand même quelques vétérans présentement qui ne livrent pas la marchandise. Est-ce que la pression est sur Olivier Brenard présentement? Est-ce qu'on laisse le bateau couler ou il faut absolument qu'il amène du renfort, qu'il trouve... Est-ce qu'on se débrouille avec ce qu'on a présentement dans l'effectif ou il y a vraiment des manquements puis on devrait aller chercher d'autres joueurs, selon toi? Moi, je serais extrêmement surpris que du jour au lendemain, Olivier Renard dise bon, OK, on a erré, on n'a pas conçu l'effectif de la manière qu'on aurait dû, puis on va aller trouver des manières de pallier à ça. Ce qu'on va dire, puis peut-être avec raison, dans une certaine mesure, c'est dire bon, on avait planifié que la succession de Georgi Mihalovic, par exemple, ça allait être Matko Miljevic. Ben, qu'est-ce qui se passe avec Matko Miljevic? Il ne joue pas depuis le début de la saison, il est blessé, il a dû se faire opérer, tout ça, il n'est pas revenu encore. Donc, on va s'asseoir sur cette excuse. C'est possible. Puis tu sais, il y aurait un fond de vérité à ça quand même. Oui, mais on l'avait dit il y a quelques balados précédents que la Ligue allait augmenter et que, je veux dire, on n'allait pas rester sur ce qu'on a vu la saison dernière. Sincèrement, il y a eu des paramètres sur d'autres équipes. Tu regardais, tu disais, mais attends, comment elle pouvait être aussi mauvaise là? On savait que la Ligue allait augmenter et dans le même temps, ton équipe, elle régresse, c'est la réalité. On a perdu des joueurs, on a des joueurs moins bons aujourd'hui et tu te retrouves avec un effectif qui doit compétitionner avec une MLS qui grandit et qui continue d'évoluer, qui ne va pas attendre après tes problèmes, après des blessures, après des absences, après des transferts. Donc moi, non, tu me dis avec raison, moi je pense au contraire qu'il y a une responsabilité, surtout avec le discours qu'on a eu, en nous disant que la philosophie, elle est là. Wilfried Nancy est parti, mais on a ce qu'il faut pour grandir et on a l'entraîneur qui va s'intégrer à cette philosophie. Quand le résultat est négatif, forcément, tu as une part de responsabilité et tu te dis, oh là, il faut réagir. Et j'espère bien, moi, pour répondre à ta question, qu'ils vont réagir vite. Non, juste avant que tu m'interrompes, je disais mais. T'es allé un peu vers ça. C'est bon. Mais c'est ça, quand tu vois des joueurs partir comme ça, justement, comme tu l'as dit, la philosophie, etc., faut que tu sois sûr de ce que tu fais. Ouais. Puis il faut que tu saches de qui est composé ton effectif, puis comment tu peux optimiser leurs forces, cacher leurs faiblesses. Regarde qu'est-ce qu'a fait Saint-Louis. Oui, ils ont perdu en fin de semaine, mais Saint-Louis, depuis le début de la saison, c'était pas un effectif où tout le monde se disait « Hey, ça va péter la MLS, cette affaire-là. » Mais ils ont créé quelque chose ensemble, une manière de masquer leurs faiblesses, d'optimiser leurs forces, puis ils ont pris la MLS complètement par surprise au début de la saison. Ça, c'est un exemple de... Comme l'année dernière, je veux dire, l'effectif montréalais était peut-être meilleur, mais il n'y a personne, justement, au début de la saison, à l'année dernière, encore moins vous deux, qui disait « Ah, cet effectif-là, ça va être fort, puis ça... » Non. Tu avais un entraîneur qui savait sur quel principe s'appuyer, puis qui trouvait une manière de... J'y reviens encore, optimiser les forces, cacher les faiblesses. Ils se sont défendus, justement... lorsque tous les jeunes joueurs ont été transférés, ils se disaient mais on a quelqu'un à l'interne capable de remplacer pour chacun de ses postes. Ouais. Là, il y a l'excuse, les blessures, mais est-ce que c'est suffisant? Pendant ce temps-là, comme tu disais, dans la MLS, ça va vite, tu ne peux pas te permettre de perdre des points comme ça puis accumuler des victoires. Là, moi, je suis tranchante. Après combien de défaites, Hernan Losada perd son job? Non, ça serait dramatique. Ça serait dramatique et en même temps, je veux dire, bien entendu, il a une part, on a parlé de part de responsabilité, mais ce serait là aussi de la malhonnêteté intellectuelle pour moi de dire c'est de la faute au coach parce qu'on savait que ça allait être difficile. Lui, dans sa position, on l'a vu dans son entrevue d'après-match, il va dans le sens de son directeur sportif et du staff technique en disant que non, on a l'effectif pour, on a justement ce qu'il faut pour grandir. Et c'est une façon de mettre, et c'est là où je suis en partie d'accord avec lui, la responsabilité sur les joueurs en présence aujourd'hui. Il faut assumer à la fin en tant que coach. Et je dis ça en tant que joueur, parce que moi j'ai vécu cette situation-là, j'ai vécu des super moments avec le CF, avec l'Impact de Montréal à l'époque. J'ai vécu des moments difficiles comme ceux-ci où tu es sur le terrain justement et tu te regardes, tu te dis mais comment on va faire pour gagner ce match-là après 20 minutes où tu prends un bouillon pas possible, que ce soit à New York, à Toronto ou à Vancouver comme ça l'a été hier. Et puis tu te regardes et t'espères justement que la flamèche vienne. Du premier, c'est Nacho Piatti, mais à côté de toi en te disant qu'un autre va prendre
le relais, etc. Et là, c'est le rôle justement des leaders de prendre leurs responsabilités, de se regarder ce matin en arrivant à l'entraînement et de se dire, guys, de toute façon, on est dans ce bateau-là. On a 2 choix, soit d'accepter de couler, ou soit on se réveille et on step up parce que ça ne va pas être possible. Rudy Camacho, c'est un leader derrière, il n'est pas au plus haut niveau. Wanyama au milieu de terrain, je ne le reconnais pas, sincèrement. Et il faut le dire aussi qu'il y a des matchs la saison dernière qui m'ont énormément déplu de sa part, même si collectivement ça a été. Et je trouve vraiment que c'est à ces joueurs, ces leaders-là, qui prennent de la place dans le vestiaire, dans la masse salariale, de prendre la responsabilité et de dire on doit se lever et être au moins au niveau aujourd'hui. Et là, on a Samuel Piette on va attendre les détails, mais vraisemblablement que s'est reblessé ou aggravé la blessure qu'il avait eue, malheureusement. Et moi, ce qui m'inquiète vraiment aussi quand on voit un résultat comme ça, c'est que là, on s'en va on va aller au Stade Saputo. Ouais. Match à domicile. Et là, quand tu as un début de saison comme ça, un match à 5-0, et on espère remplir le stade quand il va faire 4 degrés puis qu'il va pleuvoir au mois d'avril. Tu sais, à un moment donné, c'était un des enjeux quand Gabriel Gervais est arrivé, comment on va amener les personnes, les fans au stade. L'année passée, les résultats ont convaincu les gens de venir au Stade Saputo. Mais là, s'il faut que cette équipe cumule les défaites, rapidement, les billets ne se vendront pas. Donc, ça va avoir des répercussions. Il va falloir une descente de Joey dans le vestiaire. Mais ça, c'est chose du passé. On va voir qu'est-ce qui va se passer cette semaine à l'entraînement. On va voir, entre autres, si Samuel Piette va être là ou non. On lui souhaite de ne pas avoir une absence prolongée parce que c'est une blessure qui est quand même difficile. Les adducteurs, je pense, c'est ça qui s'est blessé. Donc, c'est une blessure traite où tu penses que tu es correct. Finalement, tu as un mouvement brusque pendant un match et ça peut être très long. Ouais. Et je suis déçu pour lui, d'autant plus. On a échangé un petit peu cette semaine et il avait à cœur vraiment de revenir, d'aider l'équipe. Je sentais beaucoup d'enthousiasme, de volonté. Il me disait, écoute, ça y est, je suis reparti. S'il y en a un qui aurait la hargne puis qui aurait peut-être pu brasser la cage. Qui le représente beaucoup et puis qu'il le veuille ou non, Samuel, c'est Samuel et c'est peut-être le premier représentant finalement de cette équipe-là. Et il aurait dû justement, il aurait été de ceux qui auraient dû prendre leur responsabilité et assumer quoi qu'il arrive. Donc forcément, c'est un élément en moins que tu as dans l'effectif. Et c'est une perte assez préjudiciable parce que tu sais ce qu'il apporte en termes de contenu, en termes tu sais ce qu'il va t'amener match après match. S'il te manque un défenseur central, il peut descendre. Non, il veut plus ça. Mais ouais, c'est une perte préjudiciable. Ça fait quelques jours déjà, mais ça s'est passé après la diffusion de notre dernier balado. Faut qu'on revienne quand même sur cette belle victoire du Canada contre Honduras. Oh, we're back. We're back. You know, two good performances now. I don't think people realize how difficult it is to play CONCACAF. But I said to these players, look, you put that shift in, you put in at the World Cup, you put the shift in, you put in Curaçao, your talent's going to come through. And they did. I mean, it was that simple. We're a really talented bunch, but when we stick on the same page, we play collectively, we're a top team in CONCACAF. You can see it. On disait pendant que John Hurlman parlait, je me disais, mon Dieu, chaque fois qu'il parle, on dirait un discours là, mythique dans un film. Quel orateur. Et quand il rajoute un lads en plus, là ça vient me chercher. Ça donne le goût de découper un bout de discours de Hurlman chaque soir avant de se coucher puis de mettre ça comme alarme le lendemain matin. Tu commences ta journée, t'es primé. Là, t'as le goût d'aller faire 10 km à la course. Le punch est là, c'est bon. Mais bref, belle victoire du Canada contre Honduras au BMO Field. Le Honduras, quand même une équipe qui, dans le passé, avait généré certains ennuis au Canada. Ouais, l'épouvantail. 8-1, c'est pire que 5-0. C'est ça, hein? c'est encore pire. Et Kyle Larin, moi, ce que je retiens là, de ces deux matchs-là en Ligue des Nations contre Curaçao et contre Honduras, c'est des joueurs qui avaient connu des Coupes du Monde moyennes, qui connaissent du succès en Europe et là, qui ont confirmé un Kyle Larin, un Jonathan David, même un Richie Laryea. Et là, en fin de semaine, t'as vu Valladolid sans Kyle Larin, qu'est-ce qu'ils se sont pris comme déjeuner? C'est pas pareil. Puis là, moi, j'attendais. T'as besoin de ton Canadien dans ton effectif pour défier le Real Madrid. Là, c'est bien que ça marche. Voyons, on est en train de faire notre décor ici, excusez-moi. Non, mais Kyle Larin, j'espérais qu'il joue, qu'il marque, parce que là, il serait devenu le deuxième Canadien de l'histoire seulement à compter contre le Real Madrid. Mais non. Ouais, bref, mais c'est des gars en confiance. Puis John Hurlman, il dit, on voulait le démontrer, mais on a du talent dans cette équipe-là. Là. Oui, le démontrer,
dans un premier lieu, le talent individuel et de montrer qu'il y avait des joueurs qui étaient au niveau pour faire ce type de performance, mais c'est surtout d'installer, j'ai l'impression que l'ambition est d'installer le Canada dans le top finalement des équipes en CONCACAF, chose qui n'a jamais, entre guillemets, été par le passé. Tu me corrigeras, Olivier, si je me trompe. Il gagne la qualif pour 86 en gagnant le tournoi de la CONCACAF. Autrement, il gagne la Gold Cup une fois. Sans ça, Mais le c'est le but, désert. c'est là, c'est d'aller... Exactement. Excusez-moi, planter. Champion olympique au début du dernier siècle. Non, mais d'aller Par battre les États-Unis, aller battre le Mexique, démontrer que c'est le Canada qui domine la CONCACAF. Oui, je pense que c'est l'objectif premier. Et dans ce discours-là, moi, j'aime beaucoup ce que dit John Herman. On voit beaucoup de confiance, on voit beaucoup de volonté d'assumer cette position qui a l'air des fois un petit peu arrogante, entre guillemets. Moi, je le vois extrêmement sûr de lui. Puis après, tu te demandes, mais qu'est-ce que ça va donner le match d'après? Et on confirme et on va dans le bon sens. Donc forcément, ça donne beaucoup de respect. Mais t'as ce que je t'ai dit. Tu sais, quand on parlait tantôt de... Bon, clairement, Hernan Losada avait lancé la serviette à la mi-temps avec le CF Montréal. John Herdman, là, il rentre dans un vestiaire à la mi-temps, là. C'est ça. T'as juste le goût d'aller tout D'aller te battre, défoncer, là. d'aller te battre et de ne jamais abandonner. Et c'est ce qui dégage. C'est ce qui dégage. Et quand tu vois une équipe progresser de la sorte, avancer, je veux dire, tu sais que tu es dans le bon sens et que tu fais un excellent travail. C'est sûr que la Coupe du Monde a été compliquée. J'ai du mal, moi, à argumenter avec certains amis français en leur disant qu'on a fait une bonne Coupe du Monde. Ils me disent oui, mais vous avez pris 0 points, etc. Donc, c'est difficile d'argumenter sur le plan comptable. Mais la réalité est que le Canada progresse, a fait bonne figure, a fait de bonnes choses, il faut se le rappeler. Et sincèrement, ce qu'il arrive à faire depuis la prise en charge de cette équipe, c'est formidable, il faut le dire, quoi. C'est beau. Une des choses que John Herdman a dit en point de presse, il fait poser une question sur Ismaël Koné. Puis il a dit que... Parce que moi, je sais que j'avais peur des choix de John Herdman, mais je suis contente quand même, finalement, de ces... Non, mais je suis contente des 11 partants. Tu sais, il a mis Koné, entre autres, comme partant pour les 2 matchs. Et là, il a dit, Ismaël Koné, c'est l'une des meilleures performances que j'ai vues depuis... Longtemps, c'est pas toute ma vie, quasiment, par un milieu de terrain contre l'Honduras. Et là, il vient de démontrer qu'il fait partie des futurs stars, qu'il fait partie des Alphonso Davies, des Jonathan David. Mais c'est pas juste Koné, c'est de voir à quel point, dans cette fenêtre-là, ça cliquait. Eustáquio, Osorio, Koné au milieu. Des jeux de passe ça y incroyables. allait, là. Ça y allait, puis de voir que justement, c'est pas... quand tu parles de plan de transition, de voir que tu tombes sur une combinaison comme ça, tôt comme ça dans le processus, avant la Coupe du Monde de 2026, de voir comment ces gars-là vont continuer à travailler cette chimie-là. Moi, je trouve que c'est vraiment, vraiment de bon augure pour le Canada, parce que quand on regarde les matchs à la Coupe du Monde, justement, contre la Croatie, contre la Belgique, on aurait dû gagner ce match-là, mais il y a eu des moments dans cette Coupe du Monde-là où le Canada était en grande difficulté dans ce secteur de jeu-là. Fait que de voir que déjà, on trouve une solution, puis on continue à construire autour, on trouve un moyen aussi, avec ce système-là, de placer Alphonso Davies dans le poste qu'il occupe en club. Tu n'es pas obligé de le délocaliser tout le temps quand il part du Bayern Munich. Honnêtement, c'est sans dire que ça ne peut pas être un sans faute, parce que de toute façon, il faut être capable d'analyser ça froidement, mais sincèrement, il y a des pas de géants qui ont été accomplis dans cette fenêtre-là. Ça augure extrêmement bien. Ça, c'est le positif du côté de Canada Soccer. Malheureusement, les gars, il y a encore beaucoup de négatifs dans cette organisation. Faut qu'on en parle un peu. Les anciens présidents de Canada Soccer qui ont passé un après-midi difficile. Je pense que c'était jeudi la semaine dernière, devant le comité du patrimoine canadien, c'est ça qu'on dit. On va vous en parler, mais on écoute pour l'instant une clip délicieuse de Victor Montagliani, qui est un ancien président, aujourd'hui président de la CONCACAF. On écoute ça. The organization that I am the president of has a policy with respect to not disclosing that number. You are not going to disclose the number, all right? Mr. Montagliani, it's been reported that you earned $2 million from soccer in 2019. Your combination of roles at CONCACAF and FIFA would lead to the assumption that you're earning a considerable amount of money from soccer.
and not and your comments about being a volunteer, you may well have been a volunteer, but it's led you into a very lucrative job at soccer. You're refusing to say the number. I'm going to change to Mr. Bontis. Mr. Bontis, how much do you earn from CONCACAF now that you're on the executive of CONCACAF? Thank you for the question. Madam Chair, I'm uncomfortable in sharing that number for privacy reasons. It is correct that for the 11 years that I was at Canada Soccer, I was a volunteer. And for the time that I've been at CONCACAF, there is a stipend that is calculated by an independent compensation committee. It's been reported that the amount is, north of $125,000. So in any case, I'm saying, gentlemen, I will get back to this question because I think it is relevant in terms of the amounts of money that you guys are earning versus what the women on the national team and the men on the national team are receiving from Canada Soccer. Alors, c'était le député libéral Anthony Housefather qui ne lâchait pas le morceau. Il a le couteau entre les dents depuis le début des audiences, sincèrement. Mais là, il veut savoir combien, entre autres, Victor Montagliani et Nick Bontis, qui a démissionné à la suite des revendications de l'équipe féminine, combien vous avez gagné pour vos tâches à la FIFA et à la CONCACAF, parce qu'il dit, je trouve ça un peu invraisemblable que vous ayez eu autant d'argent alors que les femmes ont absolument rien. Et là, ça patine, hein? Les chiffres qui sont avancés, c'est 2 millions. Nick Bontis dit qu'il n'était pas à l'aise de révéler ces chiffres-là. Et vraiment, Ali, ce qui était vraiment l'un des sujets principaux, c'est ce fameux contrat signé par Canada Soccer qui a cédé la totalité de ses droits de commandite, diffusion à Canada Soccer Business. Parce que là, on essaie de savoir, il est où l'argent? On a fait quoi avec l'argent? Comment ça, les joueuses, et même les joueurs, mais les joueuses n'en bénéficient pas? Et est revenu aussi beaucoup la question de l'équité salariale. On sent vraiment, j'ai l'impression que cette audience avec Christine Sinclair, entre autres, les mots qui sont sortis de la bouche de Christine Sinclair mettent de la pression, là, en quelque sorte. Oui, ça va de soi. Puis, il faut dire aussi, M. Bontis dit qu'il ne se souvenait pas d'avoir utilisé les mots qui ont été cités par Christine Sinclair en comité, les mots insultants, mais qu'il s'en était excusé. Il avait communiqué avec son agent et avec elle pour s'excuser. Mais c'est sûr que ça met de la pression, mais je pense que de toute façon, puis je l'ai dit, M. Housefather, entre autres, est très déterminé à savoir c'est quoi qui s'est passé pour que ce contrat-là soit signé. Parce que ça, c'est une des choses sur lesquelles il a insisté beaucoup. Dans un contrat comme ça, une garantie, c'est supposé être un plancher, pas un plafond. Tu n'es pas supposé être limité par cette garantie-là. Tu fais un certain montant minimum, puis ensuite, tu gagnes au fur et à mesure des réussites subséquentes. Ça n'a aucun sens. Et ce à quoi j'ai l'impression les députés essayaient d'en venir, c'est justement l'argent que les hauts dirigeants peuvent faire, l'influence que Victor Montagliani peut encore avoir à Canada Soccer, parce qu'il y a eu clairement sans dire des contradictions pures, des flous artistiques qui ont été entretenus autour de la présence de Victor Montagliani lors de réunions de Canada Soccer. Il y a quelque chose qui sent pas bon dans tout ça. On sait qu'il y a quelque chose de... Ça fait longtemps qu'on le sait, mais on dirait que puis je pense qu'on aurait pu faire, même sans M. Heffernan, qui est le chef des services financiers, même sans que lui soit là, juste avec Montagliani et Bontis, tu aurais pu faire deux fois le temps qui a été accordé pour cette audience-là, puis tu ne serais pas venu jusqu'au nœud du problème. Il y a tellement de couches de mystères, puis justement de flou artistique autour de plein de notions qui entourent ce contrat-là. C'est difficile de creuser jusqu'au bout des choses. Oui, moi je pense que la fédération et les dirigeants ont été surpris en fait par le succès exponentiel des équipes nationales. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à autant de succès et de visibilité qui leur permettait en fait de faire comme par le passé, de se dire que le Canada est l'excellente fédération, la fédération par excellence, pour faire des manœuvres du passé, de faire de l'argent. On va pas trop nous embêter, là, le foot, c'est pas une affaire nationale, etc. Personne ne va poser de questions. Personne va nous prendre la tête.
tu penses qu'ils s'attendaient à vivre ce moment-là, il y a 2 ans? Non, Ouais. absolument pas. Et c'est ce qui leur a permis, je pense, de se dire, OK, on a un deal à faire, on a un peu d'argent à faire avec certaines manœuvres du passé. On va les faire, on va être tranquille. Et puis là, ils se rendent compte que non, il y a un loup et qu'il y a des personnes et des joueuses extrêmement courageuses aujourd'hui et des joueurs qui ont eu un succès phénoménal et qui fait que il y a une manne financière extraordinaire. Et là, on se dit, attends, il y a quelque chose qui va pas là. Donc, je pense vraiment qu'ils sont mal à l'aise dû à ça et que ça va être compliqué pour eux de s'en sortir de cette façon en refusant de sortir les chiffres exacts. Ça montre d'une certaine façon qu'on veut pas être, on peut même pas être transparent parce que ce serait vraiment gênant. Et j'espère vraiment qu'on ira au bout de cette affaire-là parce que ça peut pas continuer comme ça. Et d'entendre, je reviens à M. Heffernan, le chef des services financiers, parler de comment, pour signer ce contrat-là, comment l'évaluation des montants de commandite a été faite, puis de dire, c'est pas mon champ d'expertise, donc je ne peux pas appeler ça des prévisions, c'est plus des tendances. Je pense que ça dit beaucoup de choses sur la manière dont cette organisation travaille et a travaillé depuis un bon moment. Mais là, on pose des questions, on essaie de creuser, savoir ce qui s'est passé. Il y a aussi les revendications de l'équipe féminine. Là, je me dis, concrètement, là, qu'est-ce que ça va donner, Ali? Est-ce que tu penses que ça va faire bouger les choses? Est-ce que tu penses que Christine Sinclair, elle va avoir ce pourquoi elle se bat depuis le début de sa carrière? On veut pas être comme négatif à outre mesure, mais en même temps... Comme là, d'ici la Coupe du Monde... La réalité, c'est que je ne le sais pas. Oui, c'est ça. Puis tu as un échéancier qui est pas mal plus pressant, qui est la prochaine fenêtre internationale où le Canada est censé affronter la France. Il y a ça, le gros Ce match-là, les joueuses l'ont dit. S'il n'y a pas des progrès significatifs qui sont réalisés dans les négos, on ne veut pas jouer ce match-là. Mais sauf que ce match-là, c'est la semaine prochaine. Oui, c'est ça. C'est le 11 avril. Les filles avaient dit, comme tu dis, qu'ils ne joueraient pas cette fenêtre-là. D'un côté, la sélection choisie par Beth Friesman a été annoncée. Je vois les filles qui partagent la publicité avec la liste de noms sur leurs réseaux sociaux. Fait que, puis qu'ils sont super contents de représenter le Canada. Donc là, je me dis, est-ce que leur discours a peut-être changé? Puis les filles me disent, on va aller en France. On ne sait pas. Parce que j'ai l'impression que... L'affaire, c'est que tu peux pas cracher non plus sur un match contre la France, en France, dans une préparation pour une Coupe du Monde. La première fenêtre internationale de Hervé Renard. En ce moment, avec Hervé Renard. Mais c'est tough. Qu'est-ce qu'ils font? C'est difficile. Les filles, tu sais, ils veulent garder le gros bout du bâton. Ils ont leur principe à cœur. Mais à un moment donné, tu as une Coupe du Monde. Tu vas être prête pour cette Coupe du Monde-là? Moi, on en avait parlé il y a quelques balados. Et je pense que c'est le plus gros problème pour les filles, d'avoir à assumer cette position et cette posture qui est extrêmement courageuse. Il n'y a pas de problème. Et qu'en même temps, malheureusement, on a l'impression que les enjeux sportifs t'amènent à délaisser ça. Et c'est je veux dire, quand tu as une fédération qui agit de cette façon-là face à vous, forcément, ça aide pas. Et moi, je pense que les filles vont jouer, en fait. Je pense que les filles vont jouer. Je pense qu'elles vont se présenter face à la France parce que, écoute, c'est l'événement en ce moment. C'est, comme tu l'as dit, Hervé Renard qui revient. C'est ça va être une grosse vitrine. Je veux dire, sur la semaine, en France, en tout cas, pour vous donner ma part, j'écoute beaucoup d'informations sportives en France. Et c'est l'événement. Je pense que ça va être l'événement, vraiment. Tout sport confondu, l'arrivée d'Hervé Renard pour cette équipe-là. Et forcément, il y a une grande visibilité, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Donc, je vois mal les filles ne pas se présenter à ce match-là. Mais en même temps, ça peut peut-être, même s'il avait dit qu'elle ne jouerait pas, ça peut peut-être même les aider parce que là, ils ont une vitrine, une visibilité exceptionnelle pour faire valoir certains de leurs points. Ouais. Et il y a une solidarité, on l'a vu contre les États-Unis. Si la France, les joueuses françaises embarquent en quelque sorte dans les revendications des joueuses canadiennes, bien là, évidemment, ça peut avoir un effet monstre parce que si on commence à parler de ça cette semaine en Europe, la pression s'accumule davantage sur Canada Soccer. Bleu puis rouge, ça fait mauve, tu sais. Je veux dire, ça s'écrit tout seul comme une espèce de slogan, revendicateur commun, tu sais. C'est ça. Mais je suis sûre que, comme tu dis, il va y avoir des manifestations cette semaine. On va suivre ça avec intérêt. De toute façon, le match a lieu mardi. Donc, lundi prochain, on va prendre le temps, quand même, si ce match a lieu, d'analyser
les formations en présence parce qu'il y a des retours des deux côtés, particulièrement du côté de la France. Ouais. On va se transporter en Europe, les gars, je vais vous faire plaisir. On va parler un petit peu de vos clubs. And Wilson is back. No mistake with a header from Trippier's whip free kick. And Wilson finds the net for only the second time since coming back from the World Cup. It's Newcastle United 2, Manchester United 0. Non, on va le dire. Bravo Olivier, félicitations Newcastle qui bat Manchester United 2-0. Félicitations. Ça n'a jamais été un doute. Jamais été un doute. Oui, c'est ça, jamais été un doute. Non, mais... Newcastle les a piétinés. Oui, ça a été un gros match. Franchement, Newcastle les a piétinés. C'est vrai. Mais c'est tout ce qu'on va dire sur Newcastle. Je voulais quand même te féliciter publiquement. Même si j'ai failli annuler cette ligne-là quand tu m'as amené de la lutte en début de balado. Mais quand même, il y a beaucoup d'actualités ces temps-ci. Entre autres, beaucoup d'entraîneurs qui se font congédier. Cette fois-ci, c'est Graham Potter. Qui s'est fait 12e coach congédié cette saison en Premier League. C'est un record. C'est l'enfer, mais ça se passe aussi, on l'a vu avec le Bayern Munich, en France, entre autres. Donc, ton PSG, Assoun, qu'est-ce qui se passe avec le PSG? Il y a deux choses. On va parler du terrain pour commencer. Défaite contre l'OL au Parc des Princes. On se répète avec le PSG. Comment tu peux expliquer qu'une équipe avec autant de talent n'arrive pas à avoir du succès? Parce que hier, j'ai l'impression, même les Mbappé qui sont extraordinaires, c'était difficile de faire 2 passes consécutives quasiment. Oui, c'est compliqué de jouer dans ce club. On le sait depuis toujours, mais encore plus aujourd'hui, j'ai l'impression. C'est difficile d'être fan de ce club-là aussi? Oui, au vu justement de tous les partisans qui ont l'air résignés bien plus qu'autre chose en fait. J'aurais été plus heureux de les voir énervés après un match comme celui-ci. Mais paradoxalement, on siffle et puis on s'en va et on sait en fait que ça va très mal se passer d'ici la fin de la saison. Et attention parce que sportivement, il y a le RC Lens qui revient, il y a l'Olympique de Marseille qui est pas très loin, donc le titre n'est pas gagné. Et ça, c'est incroyable. Déjà, oui. Et comme tu l'as dit, c'est extrêmement compliqué de vivre dans cet environnement-là. On a un Lionel Messi qui a l'air tout simplement, j'allais dire perdu, c'est dur de dire ça pour Messi, mais qui a l'air résigné et qui est juste fabuleux avec l'équipe nationale. Et 4 jours après, tu vois son attitude avec le Paris Saint-Germain, tu as l'impression que c'est son cousin. On fait juste annoncer son nom, puis tes amis, ils se mettent à le huer, à le siffler. C'est quand même le gars de 13 buts, 13 passes cette saison. Là, je veux dire, c'est pas comme s'il avait connu une saison désastreuse. Oui, mais c'est plus que ça. C'est plus le symbole du projet sportif qu'a voulu mettre en place le Paris Saint-Germain qui est critiqué. C'est pas Messi en tant que tel. On sait tu oses. Non, mais partout dans le monde, on va l'applaudir. Puis là, à Paris, on a la chance de la voir. Puis partout. Pas à Madrid. C'est ça, pas à Madrid. Sauf Madrid, mettons. Non, mais il faut voir les prestations aussi en étant objectif. Messi fait des matchs très moyens en ce moment avec le Paris Saint-Germain. C'est une réalité. Tout Messi qu'il est. Et c'est le paradoxe que vivent les supporters du Paris Saint-Germain. Ils savent que c'est le meilleur joueur de l'histoire du monde. Il y a des joueurs qui l'ont adoré, des supporters qui l'ont adoré, qui l'adorent. Mais tu as l'impression que la combinaison de 2 projets, parce que le Paris Saint-Germain et Messi en tant que tel, c'est une marque. Messi, c'est un projet à lui tout seul. Mais ça marche pas. Il y a quelque chose qui va pas. Et ça a été justement le regard d'illustres joueurs comme Patrice Evra qui nous a fait une sortie la semaine dernière en disant que quand tu vas au Paris Saint-Germain, tu as l'impression d'aller à Walt Disney. Tu vas juste au cinéma, tu vas juste faire une activité en fait. Tu vas voir le Paris Saint-Germain. Tu vas à l'opéra. Ils gagnent, ils perdent, peu importe, mais tu as fait une activité et tu sors de là. Et c'est un petit peu ce regard-là. Et Thierry Henry a eu le même regard aussi hier et ça a été le même constat. Mais est-ce que c'est ça aussi, à un moment donné, j'ai l'impression qu'il y a tellement de distractions autres que juste parler de soccer et de football. Thierry Henry, il a dit, lui, il n'en revenait pas qu'il se fasse huer, Lionel Messi, mais il a dit, je souhaite juste de sacrer son camp au plus vite, puis je souhaite d'aller finir sa carrière à Barcelone, mais on s'entend que ce n'est pas fait, ça. Hein, c'est pas fait, et je pense vraiment qu'il y a énormément de choses à changer, et d'abord la communication à mes yeux. Parce que le principal problème, pour moi en tout cas, c'est qu'on te présente à chaque fois la saison sous le spectre de la Ligue des Champions. Ouais. Une fois que tu es éliminé de la Ligue des Champions, il n'y a plus de saison. C'est comme si c'était fini et que plus rien ne comptait. Le championnat ne compte plus, les titres nationaux ne comptent plus, le nombre de buts de Messi et de passes décisives qui est plus que correct. Il se rapproche justement du record
de nombre de passes décisives que du Paris Saint-Germain. Je veux dire, il fait une bonne saison globalement, mais peu importe pour les gens. Et je pense que c'est la communication qui a amené le Paris Saint-Germain dès le début, qui tronque un petit peu le tout. Il n'y a aucun club au monde, en fait, qui oublie sa saison en fonction de la Ligue des Champions. Bien entendu, c'est un objectif majeur pour tout le monde. Mais on a l'impression que le Paris Saint-Germain, leur seul objectif, c'est de gagner la Ligue des Champions. C'est une obsession depuis tellement longtemps. Mais c'est pas comme ça le football. C'est pas ça le football. Tu regardes Chelsea qui est en énorme difficulté. C'est un gros club, etc. Mais ils vont pas gagner la Ligue des Champions tous les ans. On le sait. Liverpool, c'est la même chose. C'est pareil pour tous les clubs au monde, peut-être sauf le Real Madrid, qu'on fait une habitude. Mais hormis ça, Paris, dans leur communication, c'est Ligue des Champions ou rien. Et forcément, quand tu sors, ça t'amène des longues fins de saison à l'impression de errer sur le terrain et de se dire, pourvu qu'on repart à la saison prochaine, quel va être le recrutement, quel méga star on va nous ramener pour gagner la Ligue des Champions. Tu peux pas vivre comme ça sportivement même, ça n'existe même pas. Je veux dire, il y a déjà un problème dans la communication et moi, c'est ce qui me gêne le plus. Mais c'est ça, être un fan du PSG, on t'amène des méga stars, il y a comme une excitation, finalement, il se passe jamais rien après. Mais toi, Oli, voir ce qui se passe à Paris présentement, on dirait que ça te fait rire un peu. Ben oui, ça m'amuse. Non, mais le Racing Club de Lens qui serait champion de France, ce serait pas mal, ça. Les mêmes, non, mais comment t'expliques ça? Puis toi, tu dis que t'es-tu d'accord avec Hassoun que c'est normal que Messi se fasse huer? Non, c'est pas normal. Je ne dis pas que c'est normal, au contraire. Mais là, tu dis c'est parce qu'il y a des mauvais matchs. Est-ce que je dis juste Mbappé aussi ne joue pas de façon phénoménale présentement? Aussi, mais Mbappé a quand même montré des choses qui, je veux dire... C'est l'enfant chéri. Non, mais comparé à Messi au PSG, je veux dire, Mbappé a fait des choses extraordinaires depuis 6 ans maintenant. Donc, il a ce crédit-là. Et quand on parle de projet, justement, Mbappé représente plus l'avenir. Et c'est ce qui gêne les partisans, c'est de se dire qu'on prend des illustres stars d'autres clubs et on en fait des projets dans ton club. C'est un peu, je veux dire, Sergio Ramos, plus Messi. Mais c'est une erreur, dans le fond. Messi, là, il n'aurait jamais dû aller au PSG. Là. Mais non, il n'aurait jamais dû aller au PSG. Ça, mais ça part de ça. Mais c'est ça. Messi, c'est un symbole de ce qui ne va pas au PSG. Il y a zéro indicateur d'une stratégie derrière le recrutement de Messi, à part une stratégie commerciale qui vise à vendre des maillots puis à accroître la renommée de ta marque et tout ça. C'est un symbole. Puis dans cette optique-là, je comprends la réaction des supporters du PSG qui, tu sais, c'est pas juste des Parisiens qui vivent la grande vie puis qui sont assoiffés de titres puis de gloire de la Ligue des Champions. Tu veux, tu sais, c'est pas un club centenaire, le PSG, ça fait pas, tu sais, ils n'ont pas cette immense tradition-là, mais ça fait quand même 50 ans qu'ils sont là. Ils ont vécu certaines choses comme base de supporters. Puis oui, c'est sûr que le rachat du club, il y a maintenant plusieurs années, te permet d'avoir certaines visées, tout ça. Mais t'espères qu'il y ait une stratégie derrière ça. Puis il n'y en a jamais eu. C'est pas vrai. Oui, exactement. Et plus le jeu aussi, il faut se le rappeler, parce que l'essentiel est là aussi. Sincèrement, je suis le Paris Saint-Germain depuis très très longtemps, j'ai envie de te dire. Et la réalité, c'est que vraiment, dans le contenu, c'est peut-être la pire saison que j'ai vue du Paris Saint-Germain. Depuis que je suis le Paris Saint-Germain, c'est triste. Il n'y a pas de fond de jeu, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de projet collectif. Tu ne sais pas où s'en va le club. Sur le terrain, je veux dire, l'alchimie, c'est... Il n'y a que Messi et Mbappé qui peuvent te faire de la magie. Sinon, le reste, qui va faire la différence? Personne. Il y a les jeunes du centre de formation. Il y a un joueur de 16 ans qui est rentré encore hier, Garbi. Tu n'as pas de banc de touche. Il n'y a que Messi et Mbappé. Le reste, il peut absolument rien se passer et le danger viendra de nulle part. Je veux dire, ça existe nulle part, ça, dans le monde du foot. Et je veux te dire, dans l'histoire du Paris Saint-Germain, les partisans ont l'impression de vivre la pire saison de l'histoire avec des méga stars qui prennent une masse salariale mais qui est incroyable. Donc c'est d'où cette frustration-là. Et il y a vraiment des choses à corriger. Respiration. À l'époque de Paoletta, tu sais, c'était pas titre par-dessus titre par-dessus titre, mais tu savais ça représentait un peu plus. Le Paris Saint-Germain? Oui, même si c'était compliqué, et même des saisons difficiles qu'ils ont vécues, ils ont failli descendre, etc., il y avait quand même quelque chose. Il y avait du jeu, il y avait une volonté, tu comprenais quelque chose. Là, tu comprends pas, tu sais pas où va le club, tu sais pas, tu comprends rien. Même Messi ne comprend plus ce qui se passe. Messi, viens-t'en. Non, mais vraiment. Viens-t'en en Amérique, Messi. Nous, on va s'occuper de toi. Tu ne seras pas hué, je te garantis, dans les stades en MLS. Ce qui a fait beaucoup jaser au cours des derniers jours en Europe aussi, les gars, c'est le Ramadan présentement. Il y a plusieurs ligues qui autorisent des moments où les joueurs peuvent boire ou manger pour couper le jeûne.
Et là, il y a une histoire qui est sortie, c'est à Reims avec Adjam qui, lui, il ne souhaite pas rompre son jeûne. Et qu'est-ce que ça a fait? L'entraîneur, c'est Antoine Comboiré, c'est ça. Lui, il a dit OK, mais tu ne fais pas partie de l'effectif pour le match week-end parce que lui, il pense que si tu ne coupes pas ton jeûne, ça va t'affaiblir et tu ne seras pas en mesure de disputer ton match. Et là, je veux dire, ça a beaucoup fait discuter parce que est-ce que ça appartient... Est-ce que l'entraîneur est dans son droit de faire ça? Est-ce que ça lui appartient, telle décision? Est-ce que c'est possible de jouer tout en jeûnant? C'est un peu ça aussi la question. Oui. C'est toute la question, justement. Et moi, pour répondre à ta question, et Camboré, l'entraîneur de Nantes, justement, et à Jab aussi, joueur de Nantes, moi, je trouve que c'est de la discrimination pure et simple, en fait. Les mots sont peut-être forts, mais la réalité, c'est qu'on n'a pas privé le joueur en fonction de ses performances ou en fonction d'une baisse, finalement, de ce qu'il peut apporter ce week-end, mais plus d'un a priori du fait qu'il fasse le ramadan et que c'est quelque chose qui lui est propre. Le joueur aurait pu répondre que si on lui posait la question est-ce que tu fais le ramadan, écoute, ça appartient à ma vie privée, j'ai pas envie de mettre la religion en avant, juge-moi sur mes performances à l'entraînement. Si je suis pas bon, tu me mets pas, il n'y a pas de problème, et puis on reste là-dessus. Mais là, c'est prendre des décisions en amont, en fait, et de partir du précepte et de se dire il sera moins performant que les autres, alors qu'il n'y a aucune étude qui montre que quand tu fais le ramadan, tu seras moins fort. Moi, j'ai fait le ramadan par le passé pendant certains matchs. Il y a des entraînements où je ne l'ai pas fait non plus. Et il n'y a pas spécialement de corrélation, c'est en fonction de mon feeling et de voir ce que ça va donner. Ça a été le cas pour tous les joueurs. Quand tu as de la misère à courir, c'est à cause de tes chevilles faibles. Ouais, c'était ça, exactement. C'est pour d'autres choses, vraiment, vraiment pour le coup. Parce qu'il me racontait qu'il pourrait faire du jogging. C'est juste pour Choisis ça. la violence. Mais pour le coup, tu vois, je veux dire, au même moment, tu as un Karim Benzema qui 3 buts en 7 minutes face à Valladolid, qui fait le ramadan et qui a Ancelotti qui le supporte de la même façon et qui le manage d'une autre façon. Je veux dire, il met 3 buts, tu fais le ramadan, ok, je vais te mettre sur le banc à l'heure de jeu, c'est bon, tu as fait ton travail. Donc, moi, c'est plus cette approche-là. J'ai envie qu'on juge les joueurs en fonction de leur performance. Ouais. S'ils mangent trop et qu'ils sont pas bons, eux aussi ils méritent d'être sanctionnés de la même façon qu'un joueur qui fait le ramadan et qui n'est pas bon. Donc, non, mais pas au Paris Saint-Germain avec Neymar, on sait qu'il peut manger trop et il va jouer pareil. C'est autre chose de jouer au poker. Clairement, Comboiré est un peu sous pression parce que ça fait beaucoup jaser en général. L'opinion publique condamne un peu sa décision. C'est surtout sur le regard aussi que ça donne, parce qu'à la fin, on a l'impression en fait que c'est les joueurs qui font des revendications. Je veux dire, aucun joueur s'est levé pour demander quoi que ce soit. Ils n'ont absolument rien demandé. Ils vivent leur foi ou pas, en fonction de leur envie, de leurs circonstances. Et là, on a l'impression que c'est les joueurs musulmans qui demandent et revendiquent des choses. En Angleterre, personne n'a rien demandé. T'as jamais entendu un joueur comme Mohamed Salah dire qu'il faut faire des pauses, par exemple, etc. Non. Le championnat voit ce qui se passe et a eu envie de le faire. Point. Ça a été pareil en Allemagne. Et de l'autre côté, tu as la France, la fédération française, là encore que j'invective, et qui sort une déclaration en disant... En faisant un rappel aux arbitres, donc une déclaration officielle disant il ne faut pas faire de pause à cause du ramadan, etc. Mais les joueurs n'ont rien demandé. Il n'y a aucun joueur qui a fait de revendication, et je pense que la meilleure chose aurait été de s'abstenir, justement, même de communiquer. C'est en communiquant que tu crées un problème et que tu donnes l'impression qu'il y a un problème, justement. Non, moi je suis même sincèrement, foncièrement partant pour ne pas faire de pause. Je suis limite du côté de la France, en fait, et pas du côté de l'Angleterre et de l'Allemagne, en disant qu'il faut faire des pauses. Il n'y a aucune raison de mettre la religion finalement dans les matchs de soccer. C'est ma position concrète à moi aujourd'hui. Mais en faisant ce type de déclaration, tu crées en fait un sentiment où on a l'impression que les joueurs demandent absolument à avoir une pause, demandent à changer les règles de la FIFA, demandent à changer les règles de la fédération, alors que ça gêne personne. Les joueurs assument les conséquences. S'ils sont bons, tu les laisses sur le terrain. S'ils sont pas bons, ils assumeront et ils iront sur le banc, tout simplement. Et moi, c'est plus ces aspects-là qui me gênent. Et voilà, chacun assumera. Si tu fais le ramadan et que tu es moins bon, assume-en les conséquences. Mais si tu es bon et performant, il n'y a aucune raison qu'on dise parce qu'il est musulman, il jouera, et qu'il pratique sa religion, il ne jouera pas. Moi, je trouve que Camboré a un discours vraiment qui
le même discours qu'il a eu il y a 20 ans. Tu as le droit d'évoluer, Antoine, toi aussi, de ton côté là, si tu Ah m'entends, ouais. mais tu as le droit d'évoluer, tu as le Écoute, droit d'avoir un peu de toutes les souplesse, semaines. tu as le droit de regarder ce que font les Ancelotti avec des grands joueurs aussi. Et c'est pas, je veux dire, c'est pas incompatible non plus, quoi. Et t'en as pris 3 contre Reims, t'as perdu 3-0 Ouais, à la donc, fin. finalement, donc, hein, tu perdais il n'y a quoi? pas de C'est ça. corrélation, donc voilà. Il doit y avoir des arbitres musulmans en France. Oui, il y en a, oui, j'en connais. Ouais. Faudrait qu'il y ait un arbitre musulman en Ligue 1 qui décide de faire une pause puis qui casse son propre jeu. J'imagine. OK, c'est beau après ça. On peut y aller, les C'est amis. fou, hein. Il sort une date de sa poche. C'est ça, c'est Après, formidable. Écoute, il y aura les sans cartes doute jaunes. une autre histoire au cours des prochains jours. C'est fou, là, l'actualité présentement. On pourrait faire encore une fois un balado de 3 heures, mais j'ai oublié de parler de votre question de la semaine qu'on a posée aux gens. Vu Ben qu'on- voyons. C'est vrai. En fin de semaine, là, vu que le CF Montréal là, s'est fait planter 5-0, ben, on a décidé d'aller dans la nostalgie, en quelque sorte. On s'est dit, bon, on va mettre un logo de l'époque, de l'Impact de Montréal, puis on va dire, c'est quoi votre plus beau souvenir qui vous vient à l'esprit? Vous, ça serait Assun, je quoi? suis sûr que c'est sa première neige. Ouais, c'est ça. C'est quoi Février votre 2011. plus beau souvenir de l'Impact de Montréal? Mais si vous avez le goût d'aller dans le CF, vous pouvez aussi, là, mais ce serait quoi, Assun? Moi, je dirais que le moment au stade olympique avec le but de Cameron Porter, je pense que Ouais. ça a été un moment électrisant, fort. C'est le- Improbable, vraiment, C'est c'est pas mal ce but en 2015 là, qui revient. le plus souvent. Simon Boudreau, c'est vraiment le plus souvent. Ouais. J'étais là aussi en tant que fan, là, je dirais que cette foule-là, Ouais, c'était j'ai exceptionnel. rarement vécu. Je pensais que le toit du stade allait lever, honnêtement. Vraiment, vraiment, c'était exceptionnel. Ouais. Olivier? Ouais, non, c'était quelque chose. Toutes les popées de la Ligue des Champions aussi, aller, Mm. je veux dire, de manière très égoïste, aller au Mexique, au Costa Rica, c'était bien. Ouais. Mais l'après-midi du dernier championnat en D2, Mhm. pour la dernière de Monroe, par exemple, il y avait quelque chose dans ce stade-là. Je veux dire, à un moment donné, ça célébrait tellement, ça allait tellement bien que, comme, Vancouver a marqué, puis Ouais. personne s'en était tout à fait rendu compte. Ah oui, il a marqué. Ah, d'accord. Il y avait quelque chose. C'était sûr, Montréal allait gagner. Dans ce stade-là, il y avait une énergie, il y avait quelque chose de particulier. Fait que c'était le fun pour ça aussi, la D2. C'était amusant, des moments un peu folkloriques Ouais. comme ça. Parmi les moments qui ont été écrits sur nos réseaux sociaux, ben, Mr. F qui parle d'Eduardo Sebrango qui marque ce doublé au stade olympique contre Santos Laguna. Ça aussi, c'est un grand moment. Ça, c'est Edgam 98, mais je sais pas, ça m'a fait rire. Je me souviens du premier match que j'ai vu au stade Saputo en 2010-2011. J'avais 13 ans, il mouillait, puis j'avais une bronchite. Fait que ça m'a marqué quand même. Plusieurs personnes ont parlé Ligue des champions en 2008, championnat en 2009, avec le maestro Marc Dos Santos qui reprend une équipe de dernière place pour en faire une équipe championne. Ça, c'est Gaël qui a parlé de ça. Et Mathieu Charon, il y a un souvenir que je vais toujours me rappeler lorsque le club avait dévoilé le logo pour son entrée en MLS. Le monde s'était mis à applaudir devant ce nouveau logo émouvant. Et là, on ne parle pas du flocon, on parle de l'autre Ouais. logo avant. C'est une soirée particulière, ça, avec la grève en 114, Oui, les c'est supporters vrai. qui étaient revenus Ouais. à la pause, puis un chant qui était parti par une tribune latérale. Ça, c'était particulier, ça, cette soirée. C'est là qu'on se rend compte que il y en a des beaux moments dans l'histoire quand même de ce club qui ont marqué les gens, puis il faut rechercher ces moments-là si on veut continuer à développer la culture foot ici. Jacques-Alexis, un grand fan de mode ici, notre réalisateur, voulait qu'on fasse une petite critique mode. C'est le nouveau maillot que vous voyez dans ceux qui regardent la version vidéo, qui c'est sur l'écran derrière nous. Sinon, allez voir sur les réseaux sociaux, un nouveau maillot qui a été dévoilé pour l'équipe féminine. Les gars, vous en pensez quoi? Moi, j'aime bien, j'aime beaucoup. J'aime le ton, pas mal de dégradés. T'aimes le rouge, hein? Ouais, pas trop non plus de couleurs. C'est très bien, c'est très bien. Ça manque de mauve. Manque Ouais, de c'est ça. mauve. Celui-là, celui-là, ça fait plus chandail drive fit d'entraînement, tu vas au gym. En tout cas, on aime mieux le rouge, je pense. Ouais, D'accord, classique. Olivier? Au moins, elles ont des nouveaux maillots et ça, C'est déjà ça. c'est déjà bien. Au moins, ils ouais. ne ressortent pas les maillots 1998 avec les shirts très courtes et des maillots d'hommes pour les femmes. Donc, c'est déjà ça. Mais tu aurais pu faire un modèle un peu inspiré du maillot de 86 que je trouvais. Tu sais, on a parlé beaucoup de 86 avec la Ouais. Coupe du monde des hommes, mais ce modèle-là, moi, je trouvais que c'était
Vintage. J'ai utilisé folklorique tantôt, c'est un peu ça aussi. Là. C'est la mode de revenir en arrière. Ouais. Mais en même temps, tu sais, c'est ça. Tu veux... Je pense que c'est bien d'aller vers quelque chose de pas complètement différent, mais quand même... Faire une coupure faire une petite coupure parce que l'histoire de cette sélection féminine-là, ça a été dans la dernière décennie ou deux, ça va bien aux Jeux olympiques, mais on passe toujours à côté de notre Coupe du Monde. Fait qu'essayer de juste ouvrir un nouveau chapitre, j'aille pas l'idée. Vous êtes tellement polyvalent. Hein? Critique mode, analyste de foot. Incroyable. Merci d'être là, les gars. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Ça devrait, oui, ça devrait. C'est ça notre plan. Hey, c'est ma fête en plus lundi prochain. Vous êtes venus dans vos balados avec des cadeaux, des chansons, une petite danse. Et je remercie Jacques-Alexis et Souli derrière le rideau qui sont excellents à la console. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Ce sera enregistré lundi, un autre épisode de Tellement Soccer. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.